Bonjour, aujourd'hui dans le Talk to Tonisha, nous recevons un invité qui connaît les Gabonais mieux que personne sur le territoire chérifien. Il est le responsable des stagiaires étudiants gabonais au Maroc. Le Talk to Tonisha reçoit Monsieur Mintsa Emery. Venez avec moi. Récemment, j'ai été contacté par le responsable des informations des C'est avec une grande joie que j'ai le plaisir de recevoir dans le Talk to Tonisha Monsieur Mintsa. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame Tonisha. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots l'homme au-delà du titre? Alors au-delà du titre, je suis Mintsa donc Emery Désiré à l'état civil. Je suis étudiant à l'École nationale de commerce et de gestion depuis le 14 février 2022. Je suis naturellement d'origine gabonaise, plus précisément de Mindik, une région située dans la province septentrionale de notre pays, pour ceux qui savent dans le Wollentem. Je suis issu d'une famille de 7 gosses et je suis le 5e. Depuis le 15 novembre, on va dire, je suis président de l'Union des étudiants et stagiaires gabonais au Maroc, le 15 novembre 2025, pour le mandat 2025-2026. Donc, au-delà de mon titre, c'est ce que je peux dire. Je suis également féru de lecture, j'aime beaucoup la lecture. C'est trop bien. Et je suis également une personne qui est très curieuse, donc tout ce qui tourne autour de l'actualité, que ce soit nationale ou internationale, ça m'intéresse beaucoup, mais surtout l'actualité internationale. Du coup, on va revenir sur le titre. Qu'est-ce que ça implique concrètement d'être le responsable des stagiaires et étudiants gabonais au Maroc? Alors, cela implique beaucoup de responsabilités. Cela requiert également le temps. On va quand même dire que c'est le revers de la médaille parce que lorsque je me suis engagé, c'est des choses qu'on ne voit pas systématiquement. Mais après, lorsqu'on est déjà dans la chose, on commence à réaliser le poids de la responsabilité, surtout dans le contexte où on a vécu le problème de bourse et de retard. On reviendra tout au long de cette émission. Juste à cette période-là, je me suis rendu compte que moi-même étant boursier, j'ai maintenant la lourde responsabilité de porter ce fardeau-là devant les autorités et de présenter la situation. Donc, au-delà d'être simple boursier, vous devenez maintenant un acteur qui est capable de changer des choses, qui est capable de prendre des positions qui parfois nécessitent beaucoup de courage, comme peut-être vous avez certainement remarqué, où j'ai dû intervenir sur une chaîne de télévision et lorsqu'on vous demande par exemple, de venir intervenir en tant que premier responsable, vous ne pouvez pas balayer d'un revers de la main cette idée-là. Donc, vous allez prendre votre responsabilité et vous présenter devant les journalistes et lui dire concrètement ce qui ne va pas. D'accord. Et au-delà du fait de prendre la parole pour représenter évidemment la communauté gabonaise, ici, quel est le rôle de cette institution-là? Quel est le rôle de toute cette institution? C'est ça. Alors, le rôle de l'institution, en l'occurrence de l'USGM, consiste essentiellement à représenter le pont entre les étudiants et les institutions, qu'elles soient marocaines ou gabonaises. Donc, nous, on est là pour porter assistance, pour orienter et accompagner les étudiants avec les moyens que nous disposons. Lorsque un problème, par exemple, devient beaucoup trop lourd pour l'institution, alors on présente la situation aux autorités. D'où je parlais de pont, les autorités dont en pôle position, nous avons l'ambassade haute représentation. Donc, c'est cela concrètement notre rôle. Mais ça, ce n'est que formel et statutaire parce que lorsque un compatriote nous appelle, notre association, c'est l'Union des étudiants et stagiaires. Donc, ça veut dire que notre champ d'action se limite d'abord auprès des étudiants et des stagiaires. Mais lorsqu'on vous appelle à 2h, 3h du matin et on vous dit qu'un compatriote est dans une situation embarrassante ou difficile, vous n'avez pas, en tout cas, la première chose que vous allez faire, ce n'est pas de demander si c'est un profil estudiantin ou stagiaire. Vous allez vous engager, vous allez sortir, prendre l'argent et puis c'est devant qu'on va se rendre compte ou bien c'est devant qu'on va réaliser. Oui, après, maintenant, la personne ne rentre peut-être pas dans votre champ d'action, dans vos champs de mission, mais vous allez vous engager, vous allez essayer de trouver une solution. Donc, au-delà vraiment de ce cadre formel, nous avons des missions un peu plus élargies. D'accord. Du coup, comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver à ce rôle? Est-ce que c'était une vocation pour vous d'être à ce poste-là ou vous avez toujours eu cette envie de l'idée de guider la population? D'accord.
je peux pas dire que c'était vraiment une vocation parce que la vocation, moi je trouve que la vocation reste un concept long-termiste. Lorsque je suis quitté du Gabon, je n'avais pas véritablement vocation à être président ou encore leader de la communauté. Je pense que c'est un engagement progressiste qui est arrivé comme ça. Je dis progressiste parce que dans mon université, j'occupais déjà un poste en tant que responsable de la communauté internationale. Donc, je me suis dit à un certain moment, pourquoi pas étendre mon engagement un peu plus ailleurs et de sortir de ce cadre-là, le cadre universitaire, pour servir dans ma communauté. Les récentes restructurations qu'il y a eu dans ma communauté, notamment dans l'appareil associatif avec la création de l'USGM, ont largement corroboré cette ambition. Surtout au niveau du Gabon avec les différentes réformes constitutionnelles qu'il y a eu, notamment avec l'adoption de la nouvelle constitution, qui avait ceci de particulier qu'elle octroyait 2 sièges à la diaspora. Je me suis dit que ça a toujours été un frein de ne pas avoir un pont, une personne adoubée qui représente la communauté sur le plan national. Aujourd'hui, on a 7 personnes, donc on n'aura plus vraiment cet obstacle-là. Pourquoi pas aller dans notre communauté pour servir avec toute cette facilité qui est mise en place pour permettre à ce que la communauté gabonaise à l'extérieur soit entendue. C'est peut-être une aubaine, du pain béni pour moi de servir et de profiter de ces avancées. D'accord. Parlant de cette communauté-là, est-ce que vous pouvez nous donner une fourchette d'à peu près combien d'élèves sont sur le territoire marocain? Alors, il serait difficile quand même d'avancer un chiffre. Cela peut être erroné. Je pense que c'est la raison fondamentale qui a conduit nos autorités diplomatiques à engager récemment un recensement. Donc, j'invite également la communauté à se faire recenser. C'est vraiment très important d'avoir ces données. Tu peux inviter la communauté sur cette... Oui, justement, faites-vous recenser. Ce sont des données qui sont très importantes parce que ça permet en fait de cibler l'action du gouvernement en passant par le truchement justement de l'ambassade. Donc, je pense que c'est la raison fondamentale qui a conduit nos autorités à engager cette procédure-là pour savoir concrètement le nombre de têtes gabonaises qu'il y a sur le territoire. Mais en 2023, de ce qui relève de la communauté de l'USGM, le ministre de l'enseignement supérieur marocain avait avancé des chiffres. On parlait environ de 6500 étudiants, juste des étudiants gabonais présents sur le territoire marocain. Donc, ce qui fait de la communauté gabonaise l'une des plus fortes. Souvent, quand je siège à l'Assemblée générale de la Sésame, je ressens ce poids-là parce que j'ai l'une des communautés les plus importantes, même devant les autres communautés qui ont une population un peu plus importante sur le plan national. Donc, on parlait d'environ 6500. Aujourd'hui, je pense que c'était en 2023. En 2026, il peut atteindre 8000 ou 9000 si on ajoute les stagiaires et ceux qui ont gagné le Maroc récemment, malgré le fait que la dynamique d'octroi des bourses est quelque peu estompée avec les nouvelles mesures. On voit que cette population est grandissante. Quelles sont les filières qui attirent le plus les Gabonais sur le territoire marocain? Je pourrais véritablement pas dire qu'il y a des filières particulières qui attirent les Gabonais. Notre pays, je dois quand même à la vérité de le reconnaître, doit mettre un accent un peu plus particulier sur sa politique d'orientation. Lorsque les étudiants, par exemple, viennent au Maroc, la plupart se lancent directement dans des disciplines comme le droit, et puis de manière générale, les sciences humaines, le droit, la gestion, le management exactement. Et aussi la santé où on retrouve beaucoup d'étudiants. Donc, je pense que c'est plutôt au niveau du Gabon, lorsqu'un étudiant est orienté en sciences littéraires, forcément, il va s'orienter dans le management ou encore le droit. Donc, ce qui fait en sorte qu'on a peu d'étudiants qui font, par exemple, l'ingénierie par rapport à ceux qui font le droit ou encore les sciences sociales. Donc, il serait difficile vraiment de dire que c'est prisé. Je pense que c'est une orientation qui est un peu par défaut, en fait. Une orientation par défaut lorsqu'ils sont déjà au pays, lorsqu'ils arrivent, ils sont obligés de continuer dans cette branche-là. Mais l'État aujourd'hui met l'accent sur les sciences numériques pour amener les étudiants
à véritablement s'impliquer dans un contexte où l'évolution et l'évolution de la technologie. Oui, le problème d'orientation, ça a toujours été un problème qui a été souvent souligné lorsque la communauté gabonaise se réunissait. Est-ce que sur place, il y a des démarches, des accompagnements pour aiguiller les étudiants gabonais pour mieux choisir les filières? Oui, on peut quand même le dire, mais ça c'est sur le territoire national. Récemment, je crois, le ministre de l'économie numérique a signé un partenariat avec une université marocaine pour octroyer des bourses aux personnes qui font dans le numérique. Donc, ce sont quand même des avancées. C'est là véritablement l'implication des autorités pour favoriser un meilleur cadre d'apprentissage à ceux qui font le numérique. Mais sur le territoire marocain, je pense réellement pas. Mais c'est quand même une question qui nous amène à réfléchir concrètement sur ce que nous, on peut faire pour promouvoir cette culture-là de s'orienter vers les métiers d'avenir à l'ère de l'intelligence artificielle et du développement des nouvelles technologies. De façon générale, quels sont les problèmes les plus récurrents que connaisse la communauté gabonaise ici au Maroc? Oui, de façon récurrente, j'aimerais d'abord préciser que tous les problèmes sont importants. Même lorsqu'un étudiant manque un document, c'est très important parce que ça empêche en fait une dynamique, ça altère sa dynamique universitaire. Mais les problèmes les plus récurrents, c'est généralement la question de bourse. La question de bourse, elle est récurrente parce que c'est souvent une coalition d'étudiants qui se retrouvent dans la même situation. L'un des autres problèmes que l'on rencontre généralement, c'est celui des documents administratifs. Par exemple, il y a beaucoup d'étudiants qui se rapprochent de nous pour nous demander quand est-ce que l'ambassade va de recherche lancer la période des dérogations. Donc ça aussi, ça fait partie des problèmes majeurs de la communauté. Mais toutefois, nous rencontrons chaque jour de nouveaux problèmes. Au début, je vais vous dire même quelque chose qui me faisait quelque peu rire lorsque je venais à peine de prendre mes fonctions. Vous savez, souvent on m'appelait à 23h, 22h pour me demander si je ne vends pas le manioc. Donc un étudiant, je ne sais pas comment ils font pour avoir mon numéro, pour me demander si je ne vends pas les feuilles de manioc. On vous appelle pour vous demander est-ce qu'il y a encore le manioc. Vous vous dites, mais qui vous a donné mon numéro pour me demander une telle chose? Donc, c'est véritablement, là, il y a des problèmes quelque peu embarrassants que vous trouvez sur le terrain. Il y a des problèmes qui sont, comme je le disais, récurrents, vu le nombre de personnes qui sont directement impliquées à l'intérieur. En parlant des bourses, à quel niveau sont les bourses des étudiants? Une question très sensible, mais sinon on peut quand même y répondre. Pour les étudiants, je dis c'est très sensible parce que en fait les étudiants, nous sommes aujourd'hui quelle date? Le 10 avril. La vidéo a été trouvée le 10 avril. Donc le 10 avril, aujourd'hui, l'ANBG doit toujours aux étudiants 2 mois de bourse. Donc le 10 avril, on doit toujours 2 mois de bourse. Donc c'est un peu sensible parce que si je dis que les bourses ont été payées, les étudiants me diront, me jetteront la nettaine, ce n'est pas la réalité. Mais l'ANBG a épongé le maximum de mois, 5 mois, 4 mois, donc de octobre jusqu'à janvier. Je pense que c'est 4 ou 5 mois. Donc l'ANBG a épongé cette dette-là. Pour le moment, nous attendons déjà, le bureau exécutif a contacté l'ANBG pour savoir à quel niveau ils en sont pour les démarches visant à faire de même pour les 2 mois restants. Ils nous ont dit qu'ils sont à pied d'œuvre pour pouvoir résoudre cette situation dans les plus brefs délais. Mais sinon, ils ont payé de octobre à janvier. Maintenant, il manque février et mars. C'est déjà une bonne nouvelle pour les étudiants. Vu que tu es le pont entre, on va dire, les institutions marocaines et gabonaises et les étudiants, j'ai une question. Si tu pouvais parler au gouvernement gabonais, toi qui connais les réalités des étudiants gabonais ici sur place, qu'est-ce que tu leur aurais dit? En 2 minutes, 1 minute. Alors, si j'avais un temps qui m'était donné pour pouvoir adresser un message à l'ensemble de nos autorités, alors je ne le dirais pas simplement parce que je suis boursier, je le dirais parce que je suis étudiant à l'étranger et
Au-delà d'être étudiant, je côtoie les boursiers parce que moi-même, je suis boursier. Donc, j'aimerais simplement dire aux autorités que lorsque on envoie un étudiant à l'extérieur, que ce soit de façon directe en lui octroyant la bourse, que ce soit indirect en créant, on va dire, un cadre administratif favorable pour que ces étudiants puissent sortir, c'est un investissement. Et cet investissement doit être rentabilisé. Donc les étudiants qui sont envoyés à l'extérieur doivent revenir au pays pour servir. Donc ce serait un gâchis si les conditions n'étaient pas mises en place pour permettre à ce que ces étudiants qui sont partis étudier à l'extérieur puissent revenir et développer le pays. Je ne suis pas en train de dire que rien n'est fait, je suis en train de simplement de dire que nous avons besoin de ces têtes qui sont bien faites, nous avons besoin de ces têtes qui sont bien pleines parce que c'est une valeur ajoutée d'étudier à l'extérieur. On voit beaucoup de choses, on comprend beaucoup de choses, on comprend beaucoup la réalité. Voyager ouvre l'esprit. Donc, quand on a cette richesse-là, il serait judicieux que l'on puisse l'utiliser à bon escient pour le développement de notre nation. On va rester dans ce canevas de communication directe. Là, on a parlé aux institutions. Qu'est-ce que tu peux dire aux parents qui souhaitent envoyer leurs enfants pour continuer leur étude ici au Maroc? Alors, je pourrais dire aux parents qui portent l'ambition d'envoyer leurs enfants étudier sur le territoire chérifien, dans un premier temps, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Vraiment, en matière de système éducatif, le Maroc est très avancé. C'est quelque chose quand même qu'il faut reconnaître. J'aimerais simplement dire aux parents que les études à l'extérieur, c'est pas facile. Ça implique beaucoup de choses. L'un des premiers aspects les plus difficiles, on va dire, c'est quand même la solitude. Lorsqu'un enfant vient à l'extérieur, il est d'abord confronté à cette réalité-là d'être seul et vivre seul. Toutes les décisions qu'il prend engagent que lui. Toutes les décisions qu'il prend vont forcément impliquer des effets. Donc, il serait judicieux de prendre d'abord toutes les informations. Il serait judicieux de connaître le pays et de donner surtout des bons conseils à leurs enfants, comme le fait de respecter l'intégrité territoriale du Maroc, l'intégrité culturelle, de respecter les croyances des gens et de reconnaître avant tout qu'on est chez les autres et faire ce qu'on nous a demandé de venir faire, c'est-à-dire faire les études en premier lieu. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas faire autre chose, mais faire d'abord les études. Donc c'est véritablement cela que je peux dire aux parents qui ambitionnent d'envoyer leurs enfants poursuivre les études au Maroc. Avant de nous quitter, Monsieur Minsa, on va faire un petit quiz où je ferai des propositions de phrases et vous devrez répondre en un mot ou en une phrase la suite logique, selon vous. Un étudiant arrive au Maroc pour la première fois. Première chose à faire. Préparer la liste des documents à fournir pour l'établissement de la carte de séjour. Au moins c'est clair, c'est très important. Un parent vous appelle le soir inquiet parce que son enfant ne va pas bien. Prendre le numéro de l'enfant et puis se déplacer, aller sur les lieux pour faire l'état de la situation. Et vous le ferez? Bien sûr, on le fait presque tout le temps. D'accord. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec d'autres bureaux de la diaspora, par exemple celle du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire? Oui, nous travaillons avec certains bureaux des associations gabonaises de l'extérieur. C'est notamment le cas avec l'association des Gabonais de Chine. Je crois que nous avions un projet au tout début de notre mandat. Nous travaillons bien entendu avec d'autres. Récemment, nous avons établi un contact direct avec ceux du Sénégal. On ambitionne d'ailleurs, c'est issu de notre plan d'action, de réunir l'ensemble des responsables des associations gabonaises de l'extérieur dans le cadre d'un projet. Donc oui, nous travaillons et nous avons l'ambition en fait d'approfondir cette relation dans le futur. Un étudiant souhaite abandonner au bout de la deuxième année sa filière parce qu'il ne se retrouve plus dans ce qu'il fait. Je lui dirais de le faire. C'est vrai que c'est dur, je lui dirais de le faire parce qu'il faut d'abord que la chose vous passionne.
Si c'est déjà un fardeau, ça ne sert à rien de continuer. C'est étonnant. Pardon? Je dis que c'est étonnant, vu l'implication certainement financière de l'État ou du parent, ça va être quand même assez compliqué. Je pense que c'est plus compliqué d'avoir un étudiant qui n'est plus très engagé dans le domaine académique. Après, maintenant, lorsque ça devient un fardeau, ça devient maintenant plus difficile pour l'étudiant. Je pense quand même qu'aujourd'hui, par exemple, vous allez me permettre de un petit peu le développer. Pour un étudiant qui s'est rendu compte que sa discipline ne lui permet pas d'avoir un meilleur débouché, je pense qu'il sera obligé de changer ou de se réorienter à la fin. Ce sera aussi on va dire, une solution, se réorienter. Mais pour ma part, ça c'est ce que je pense. Si une filière commence d'ores et déjà à devenir un fardeau, il sera judicieux de changer. On n'abandonne pas l'école, mais c'est simplement de changer ou encore de terminer et puis de se réorienter vers la fin. Je vois. Un stagiaire gabonais subit des abus ou des violences d'un patron marocain. Je pense que la personne devrait, dans un premier temps, se rapprocher auprès des autorités diplomatiques. Ce sont elles qui vont par la suite voir les démarches qui peuvent être engagées, notamment, pourquoi pas, intenter une procédure judiciaire. Un jeune Gabonais hésite entre venir au Maroc ou aller dans un autre pays, par exemple la France. Venir au Maroc, on a besoin des gens dans l'USG. D'accord, et pour finir cette interview-là, je te donne l'occasion de parler à la communauté gabonaise, évidemment estudiantine et bien sûr celle aussi stagiaire. Ce que je vais dire aux Gabonais, c'est simplement de comprendre que cette association, c'est leur association. Je pense que l'association joue également un rôle au-delà de ce qu'on voit. Au-delà de ce qu'on voit, c'est un outil diplomatique, c'est un outil de soft power. On a la capacité de changer ou encore de réorienter le regard du pays qui nous accueille ou encore des autres communautés. Je pense que c'est aussi un jeu diplomatique à petite échelle. Si les Gabonais se démarquent dans un cadre bien spécifique, par exemple dans une discipline à forte portée intellectuelle, et que c'est l'association qui les porte dans ce sens-là, je pense que ça donne une meilleure vision de la communauté. Que cette communauté soit marocaine, qu'elle soit une communauté sœur, je pense que cela peut jouer un rôle fondamental dans le cadre justement de la dynamique du soft power gabonais au Maroc. Un mot de la fin, Monsieur Minsa. Alors, je pourrais simplement demander à la communauté de rester connectée, parce que nous avons des projets qui arrivent, notamment ce 25, ainsi que le 9 mai à Rabat, nous avons un autre projet. Donc, vous aurez l'opportunité en tout cas de découvrir dans le cadre de notre communication. En termes de conseils, de leur dire de se faire enrôler au niveau de l'ambassade. Nous avons d'ores et déjà lancé notre site internet. Il sera disponible pour vous dans quelques temps. Vous aurez également la possibilité de le faire à travers notre site. Je voudrais également leur dire de s'engager dans l'association. La nouvelle association a été faite pour vous. Donc, j'aimerais vous dire de vous engager et puis de payer vos cotisations. Il y a certains qui ne payent pas leurs cotisations et qui demandent la nuit de venir leur prendre en charge à hauteur de 25 000 dirhams. Vous ne payez pas 100 dirhams. Merci beaucoup, Monsieur Minsa. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir dans le Talk to Tonisha. Le plaisir, il est réciproque. D'ailleurs, je suis câblé à The Talk to Tonisha. Je suis souvent les émissions. Merci. Notamment avec Joski Edzo et Serena. Merci beaucoup. Le Talk to Tonisha a reçu Monsieur Minsa.